Merci Joël, merci Franck. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, nous allons commencer par nous intéresser à la situation politique dans le monde musulman, car les événements se multiplient ou se précipitent. Le Mali, l'Égypte, la Tunisie, hier la Libye, tous les jours la Syrie, sans parler de ce qui se passe au Pakistan, sans parler de ce qui se passe en Iran ou autour de l'Iran. Donc la situation politique dans le monde musulman est une grande préoccupation pour les Français, et notamment pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Mais il est bon que l'on clarifie ce sujet très difficile, et c'est pourquoi j'ai invité deux spécialistes de l'islam, ou en tout cas de l'islamisation, pour l'une. René Marchand, journaliste, écrivain, islamologue, bien connu des Français cultivés en général et donc surabondamment des auditeurs de Radio Courtoisie. Et puis Christine Tazin, la courageuse Christine Tazin, qu'on compare à Sainte-Geneviève, arrêtant les uns devant les murailles de Paris. Ça me plaît bien. Hein, ça me plaît bien, oui. J'ai aucune sympathie pour les uns. Alors, Christine Tazin, qui, comme la référence à Sainte-Geneviève ne l'indique pas exactement, est contributrice du site Riposte Laïque, et qui est président de Résistance Républicaine. Alors, nous n'allons pas parler de la France, à moins que vous considériez, Christine Tazin, que la France soit déjà partie intégrante du monde musulman. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait encore le cas. On pourra se poser la question. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que vous prépariez avec René Marchand, ou René Marchand prépare avec vous plutôt, un livre sur la Reconquista. La Reconquista, je vous rappelle, est un mot espagnol qui veut dire reconquête. La Reconquista a commencé quasiment dès le premier jour où les musulmans sont arrivés en Europe, enfin en Europe de l'Ouest et en Espagne. 711. En 711 avec Tariq, et elle s'est achevée en réalité avec l'expulsion du dernier Maurice en 1613. Bon, la Reconquista proprement dite s'est arrêtée en 1492. 1492, année historique essentielle puisque il y a eu l'achèvement de la Reconquista avec la prise de Grenade, la découverte consécutive d'ailleurs à cela, parce que c'est une question purement financière. La couronne de Castille et celle d'Aragon jumelées n'avaient pas assez d'argent pour faire les deux à la fois, donc la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et accessoirement, si je puis dire dans la foulée, l'expulsion des Juifs d'Espagne. La première Shoah, parce que la Shoah catastrophe, c'est historiquement pour les Juifs l'expulsion des Juifs d'Espagne. Donc revenons à la Reconquista. Mes invités, Christine Tazin et René Marchand, pensent, eux, que nous sommes quasiment, alors c'est une analogie peut-être un peu forcée, dans une situation de Reconquista. Mais là, ce sera peut-être, j'espère, lorsque le livre sera paru, l'objet d'une autre émission, chez René Marchand. Vous pourriez d'ailleurs revenir avec la charmante Christine Tazin. Dans moins d'un mois, nous prenons date. Qui n'est pas encore voilée, parce que vous devriez essayer de vous voiler pour vous mettre dans la peau d'une musulmane de pure souche. Je pense que si j'étais voilée, vous ne seriez pas là. Ce serait dommage, oui. Donc, nous allons nous intéresser au monde musulman proprement dit. Un mot quand même, vous avez dit la France n'est pas terre musulmane, mais je regrette, en droit musulman, dès lors qu'il y a une mosquée quelque part, la terre aussi loin que porte la vue d'un homme sur le minaret, cette terre est musulmane. Et elle ne peut que demeurer musulmane. Alors attendez, vous me posez une question difficile parce que j'ai fait ma dernière tribune libre dans le magazine municipal, le bulletin municipal de Versailles, sur la question, justement, une question très, très pratique, sur le fait que le maire de Versailles s'est comporté comme un dhimmi, puisque, sous prétexte qu'il y avait des travaux à la mosquée versaillaise, il a accordé un gymnase et une école ou une crèche pour les prières des musulmans. Est-ce qu'on peut considérer que ce gymnase et cette crèche sont définitivement transformés en mosquée et en terre musulmane et tout ce qui les entoure ? Non, un gymnase n'est pas transformé en mosquée, mais dès lors qu'il y a une mosquée, qu'il y a un imam, qu'il y a un endroit qui est consacré à la darwa, c'est-à-dire la prédication, tout ce qui entoure cet endroit, aussi loin que porte la vie humaine, est considéré comme entrant dans la maison de l'islam. Et sortant de la maison de la guerre pour entrer dans la maison de l'islam. Dar el-Harb, c'est ça ? Il y a deux maisons en islam. Il y a la maison de l'islam, Dar l'islam, mais Dar c'est la maison,
et Dar al-Harb, c'est-à-dire alors certains prétendent qu'il y a une troisième catégorie, alors là, la maison de la trêve. C'est un attrape-nigo absolu. Merci, je suis le nigo attrapé. Non, c'est un attrape-nigo. C'est une chose inventée par les taupes de l'islamisation, à savoir nos amis... Les Turcs de profession, comme disent nos amis Tariq Ramadan, Chalgoumi, Malek Chebel et autres, pour nous dire... Il peut exister une troisième maison, parce que ça l'affiche mal. Nous-mêmes, placés dans la maison de la guerre, ça dit bien que nous sommes objet d'une guerre. Donc, c'est une maison où le droit musulman ne s'appliquerait que dans la mesure où il ne contrevient pas au droit des démocraties. Or, dès le départ, il contrevient au droit des démocraties, puisque le premier article, je crois, de notre Constitution, c'est de dire que la source du droit est le peuple. Alors qu'en islam, la source du droit, c'est Allah. C'est Allah, parole d'Allah, transmise par les faits et les actes et les dits de son prophète qui sont recensés dans le hadith. Donc c'est un attrape-nigo. Et alors le nom même de cette troisième maison est absolument extraordinaire. Là, ce sera un peu long, mais je peux vous dire qu'il y a 3 noms qui sont des noms de djihad. Ça, je l'expliquerai dans le livre dont vous avez bien voulu parler. Donc disons qu'il y a, selon la vision des musulmans, en tout cas des pieux musulmans et des musulmans conscients, une division du monde entier en 2 catégories, en 2 zones, la maison de l'islam, Dar el-Islam, et la maison de la guerre. Et nous sommes dans la maison de la guerre. Nous sommes dans la maison de la guerre, ce qui n'est pas très rassurant. D'autant que là où il y a eu une mosquée, c'est une terre d'islam à jamais. C'est-à-dire qu'il y a là aussi hypocrisie. Non, mais justement, il y a eu, il n'y a pas très longtemps, en Égypte notamment, des manifestations des musulmans pour redemander Grenade, redemander l'ancienne terre musulmane. Et donc, il y a hypocrisie de tous ces élus qui nous font des beaux amphithéotiques, c'est-à-dire de 90 ans, 99 ans pour mettre des mosquées. On ne pourra jamais les récupérer, puisqu'une mosquée... Si, par la force. Oui, mais légalement, en tant que, effectivement, respect du droit, etc., au bout de 99 ans, il sera hors de question, quelle que soit la situation, de pouvoir les récupérer. Si, parce que, attendez, vous oubliez que nous aurons raccompagné gentiment les musulmans dans leur propre origine. Alors, ça, c'est le projet que les musulmans non assimilés, bien entendu. C'est Reconquista ou la mort de l'Europe, nous dit René, effectivement, on n'a pas d'autre alternative. Voilà. Alors je m'arrête là, parce que sinon, nous allons parler que de la France, alors que je voudrais parler justement du monde de l'islam. Le monde de l'islam est extrêmement agité, depuis toujours sans doute, mais particulièrement aujourd'hui. Et donc j'aimerais que Christine Tazin et René Marchand, vous nous donniez votre regard sur la manière dont ont évolué les fameux printemps arabes, sachant que le monde arabe n'est qu'une partie du monde musulman, une partie... qui représente 15% de la population du monde musulman, d'ailleurs pas plus. Pas plus. On l'oublie trop souvent. Et je voudrais que nous ne tombions pas dans le simplisme et que nous n'oublions pas que l'islam est très divisé, non seulement entre sunnites et chiites, mais à l'intérieur du sunnisme et du chiisme, et qu'il y a actuellement des pays, au moins 2 pays musulmans qui se portent relativement bien politiquement et économiquement, enfin bien de leur point de vue. L'un, c'est l'Indonésie, qui connaît une croissance rapide, mais qui n'est pas, qui est un pays théoriquement laïque, bien qu'il soit musulman à 80%. Et l'autre, c'est la Turquie, pays en voie d'islamisation, mais qui est bien gouverné par les musulmans qui gouvernent, qui sont de grands démocrates, parce que je vous rappelle que Erdogan, le Premier ministre turc, Christine Tazin, a une formule que vous connaissez peut-être, qu'il faut citer. Enfin, il y avait plusieurs formules. Il a cité un poète turc qui disait les mosquées sont nos casernes, les minarets sont nos baïonnettes, et ainsi de suite. Bon, mais il a dit aussi, la démocratie, c'est comme l'autobus. Voilà. On en descend à l'arrivée. Non, il a dit nous utiliserons la démocratie comme autobus pour arriver à l'islam. Il a une formule. Cette idée. Oui. La démocratie, c'est comme l'autobus. On l'utilise. On descend à l'arrivée. C'est ça, c'est un moyen de transport et après elle disparaît. Et ça, il est très avancé, il n'est pas loin de l'arrivée parce qu'il a à peu près réduit en Turquie les résistances des kémalistes laïques. Et donc on est assez proche de l'arrivée, semble-t-il. De ce qu'on appelle le programme caché, qui n'est pas tellement caché d'ailleurs, des islamistes turcs, qui est appelé en franglais l'agenda. L'agenda caché, c'est en fait en bon français le programme caché. Alors,
quel est le pays dont vous voulez parler en premier ? Le Mali, le Mali et la Tunisie ont soulevé... Moi, je voudrais vous ramener... Les discussions. À propos des printemps arabes, je voudrais vous ramener à la France, parce que je pense que M. Sarkozy a déstabilisé notre limesse sud, les pays qui, d'une manière ou d'une autre, gardaient plus ou moins, parfois plus, parfois moins, notre frontière sud. Quand il a encouragé, il faut dire, les printemps arabes avec son ami Botul, Bernard-Henri Lévy et quelques autres, il a fait en sorte que l'arrivée des musulmans les plus nocifs chez nous ne serait plus freinée. Quand M. Valls est allé au Maroc et a dit, parce qu'il est dans le droit fil de la politique de M. Sarkozy, quand il est allé au Maroc et qu'il a dit qu'il comprenait très bien que le Maroc ne veut pas se faire le gendarme de l'immigration, il a dit exactement la même chose. C'est-à-dire que nous sommes actuellement avec une frontière au sud, la frontière le limès du monde arabe, nous n'avons plus aucune protection. C'est le premier point qui me paraît. Alors pour les auditeurs de Radio Courtoisie, je précise que notre ami René Marchand fait des plaisanteries pour initiés relatifs. Quand vous appelez Bernard-Henri Lévy Botul, c'est une blague parce que effectivement c'est très drôle. Dans l'avant-dernier livre ou un livre récent signé par Bernard-Henri Lévy, visiblement écrit par un nègre au sens littéraire du terme. Mais attention, je ne tombe pas sous le coup de la loi. Hein. Eh bien, il fait référence à un certain philosophe Botul, B-O-T-U-L, qui aurait écrit La vie sexuelle d'Emmanuel Kant. Et en fait, Botul n'a jamais existé. Oui. C'était un canular d'un journaliste du Canard enchaîné. Eh bien, c'est assez drôle. Ça montre le sérieux de ce Bernard-Henri Lévy qui se réfère à des auteurs inexistants. Bien, alors, je crois qu'en complément de ce que vient de dire René Marchand, on pourrait résumer, se dire qu'il y a quand même quelque chose de très paradoxal actuellement, à savoir que la France combat au Mali ceux qu'elle aide en Syrie à essayer de renverser Assad. Donc, il y a quelque chose de schizophrénique, hein, c'est-à-dire qu'on combat les islamistes du Mali et on aide ceux qui sont en Syrie et on ne met pas non plus d'écran à tous ceux qui entrent en France énormément. Même Valls reconnaît qu'on a énormément de Mohamed Merah qui sont en train d'arriver, qui arrivent, puisqu'on encourage par des visas, on encourage par des accords bilatéraux, etc. Christine Tazin, est-ce que c'est vous qui avez fait circuler sur Internet une blague perfide sur l'intervention française au Mali, qui est la suivante. L'armée française est intervenue au Mali, elle progresse rapidement vers le nord, elle va finir par libérer Marseille. J'aurais aimé. C'est pas de vous ? Ce n'est pas moi, je le regrette profondément. Oui. Non, mais alors déjà, je voudrais quand même me faire un peu l'avocat du diable, mais montrer que la question n'est pas si simple que ça. Parce qu'au fond, je vous soupçonne fortement, Christine Tazin et René Marchand, de raisonner dans la logique de Huntington de choc des civilisations. Bon. Or l'islam, à mon avis, c'est comme le communisme. C'est-à-dire que les principales victimes de l'islam, ce sont les musulmans. Ah, mais nous le disons, c'est Renan qui a dit ça le premier. Les principales victimes de l'islam, ce sont les malheureux musulmans, peut-être pas les chefs, les oulémas, mais en tout cas la grande masse des gens qui sont victimes de cette religion obscurantiste, odieuse. Mais combien sont aliénés, ils ne le savent pas. Bon, et ça n'empêche pas la réalité du choc des civilisations. Non, mais je veux dire que la géopolitique de l'islam ne se résume pas au choc des civilisations. Non. Et d'abord, il faut insister sur les divisions au sein de l'islam. Tout à fait. Sunnite contre chiite, actuellement, c'est la principale division, mais ce n'est pas la seule. Lorsque les salafistes, financés par le Qatar ou l'Arabie Saoudite, sont intervenus, comme on sait, dans le nord du Mali, avant d'être plus ou moins délogés par l'armée française, ils ont, à Tombouctou et ailleurs, détruit les mausolées soufis. Bien sûr. L'islam africain noir, l'islam des Noirs d'Afrique, est un islam de soufis, de confréries, de marabouts, qui a le culte des saints. Or, il faut savoir que pour
les intégristes de l'obédience, je parle sous votre contrôle, cher René Marchand, Hanbalites et en particulier Wahhabites, eh bien, le culte des saints est une horreur. Et d'ailleurs, lorsque les Wahhabites, à savoir les Hanbalites d'Arabie Saoudite, ont pris le pouvoir au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au XVIIIe siècle. Le pacte en Arabie, c'est le XVIIIe siècle. Non, mais ils se sont emparés du Hedjaz plus tard. Du Nejd d'abord. Et ils ont détruit tous les mausolées, en particulier les mausolées des compagnons du prophète. Mais je dirais plus loin, c'est qu'ils refusent, par exemple, la célébration de la fête qu'on appelle le Mawlid ou le Mawloud, la fête de la naissance du prophète, car le prophète n'est qu'un homme. Donc il y a une différence importante. La destruction des mausolées sacrés pour les musulmans noirs. Enfin, autrement dit, la guerre civile au Mali oppose d'abord des ethnies et ensuite oppose des courants musulmans hostiles. Oui. René Marchand. Là, je vous dirais pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Je vous citerai un proverbe arabe qui est le suivant: moi contre mon frère. Moi et mon frère contre mon cousin. Moi, mon frère et mon cousin contre le voisin. Moi, mon frère, mon cousin et mon voisin contre l'étranger. C'est-à-dire que... C'est très bien, ça. Voilà. C'est de la préférence nationale, c'est excellent. C'est-à-dire que ça nous explique pourquoi il y a certes des rivalités à l'intérieur de la maison de l'islam, mais il y a bloc constamment contre celui qui n'est pas musulman. Et alors là, la démonstration est facile à faire. Il existe une organisation de la coopération islamique qui regroupe 57 pays musulmans. Cette organisation se présente comme la deuxième organisation internationale après l'ONU. Au sein de cette organisation siègent des chiites, des sunnites, des gens qui sont plutôt pour ce qu'on appelle un islam modéré, encore que je ne sache pas très bien ce que ça veut dire, etc. Et toutes les variétés d'islam sont représentées. Eh bien, les décisions sont prises généralement à l'unanimité. Dernière décision, ça a été l'expulsion de la Syrie. Décision prise avec 56 voix. C'est-à-dire... Ça m'étonnerait que l'Iran ait voté pour. Mais si, justement. Ah non. Ah mais si. Non, là, je conteste. L'Iran n'a pas pu voter pour l'expulsion de la Syrie. Cette organisation, notre presse l'ignore. Par exemple, elle s'est réunie. Rappelez-nous le nom de ça. Organisation de la coopération islamique, dont le siège est à Jeddah, qui a été créée il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Ça s'appelait d'abord la conférence L'Iran islamique. n'a pas pu voter l'expulsion de la Syrie. C'est une erreur. Écoutez, ils viennent de se réunir au Caire. C'est quand même très important. Est-ce que vous avez vu quelque chose dans la presse ? Moi, j'ai appris ça en regardant Al Jazeera en arabe. Et d'ailleurs, ce qui était très intéressant, c'est que le premier intervenant était un francophone qui parlait en français, d'ailleurs. Mais voilà, c'est un progrès de la francophonie. Mais il faut quand même voyez bien cette chose, c'est que au-delà des rivalités internes, il y a le sentiment il y a le fait dans les textes fondateurs de l'islam, dans la pratique de l'islam, constamment, il y a deux mondes. Il y a la maison de l'islam et il y a... Bon. Oui, mais la question, si l'on fait la comparaison avec le communisme, cette comparaison, elle a été établie, je crois, en premier lieu par Jules Monroe, qui a dit il y a quelques dizaines d'années, dans son livre Sociologie du communisme, vers 1949, il a dit le communisme, c'est l'islam du XXe siècle. Autrement dit, il voulait dire un projet de conquête mondiale révolutionnaire qui révolutionnait la société. Donc il pensait que l'islam était mort. Et moi, j'ai inversé la formule de Monroe, et j'ai dit... L'islam, c'est le communisme du XXIe siècle. Avec Dieu. Pardon ? Avec Dieu en plus. Comment avec Dieu en plus ? Au sens de l'histoire est remplacé par Allah. Oui, bien entendu, d'accord. Quelque chose d'important, puisque cette organisation de la coopération islamique travaille depuis quelques années à imposer à la planète entière le délit de blasphème, c'est-à-dire l'interdiction, la critique de l'islam. Vous êtes sur votre idée, moi je voudrais vous faire suivre la mienne. La mienne, c'est qu'il faut s'interroger, non pas conclure, parce que l'avenir est incertain, sur le rapport de force entre le sentiment d'être musulman, choc des civilisations, et bloc musulman, et
la division qui existe entre les différentes sortes de musulmans et l'opposition qu'il peut y avoir entre musulmans en fonction de leur ethnie. Et j'ai tendance à penser, moi, comme De Gaulle pensait à propos de la Russie, de l'URSS. L'URSS était communiste, mais il disait, derrière l'URSS, il y a la Russie, qui est la force permanente. Les Turcs, je pense qu'avant d'être musulmans, ils sont d'abord turcs. Et pour vous montrer la prévalence de ce facteur ethnique, regardez, c'est très intéressant, la formation des mouvements islamistes dans le nord du Mali, l'Azawad. Il y avait un mouvement touareg dit laïque, enfin moins islamiste que les autres, et un premier mouvement qui doit s'appeler Ansar Eddin, si je ne m'abuse. Ansar Eddin, oui. C'est créé, qui est une scission de ce mouvement de libération de l'Azawad, qui est un mouvement islamiste, mais purement touareg, ou presque exclusivement touareg. Et puis c'est créé un mouvement d'Arabes. Alors les Arabes du coin ne sont pas de vrais Arabes, ce sont des Berbères arabisés sans doute. Enfin, oui. mais des Arabes qui s'appellent Beriberi, c'est un nom, mais ça ressemble à la maladie, leur nom. Les Arabes du coin, du nord du Mali, ont créé un autre mouvement qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le deuxième mouvement. Puis il y a un troisième mouvement où les Noirs sont plus nombreux. Bon, autrement dit, la division des mouvements islamistes est faite selon des critères ethniques et raciaux. Alors que selon l'islam, ça ne devrait pas exister. C'est un peu plus compliqué que ça. Et justement, c'est compliqué, c'est ce que je veux vous dire. Les Touaregs, au départ, ne sont pas spécialement islamistes. Les Touaregs sont nationalistes, ils ont envie effectivement d'avoir leur autonomie, etc. À partir du moment où ils ont en face d'eux les Noirs du sud du Mali, on retrouve l'ancien antagonisme. Il y a un racisme énorme, effectivement, contre les Noirs. D'ailleurs, les Touaregs ont encore maintenant, paraît-il, des esclaves noirs. Hein. On est vraiment... Le racisme est vrai aussi à l'intérieur de la société touareg, qui est très inégalitaire. Mais il n'empêche que... Et du coup, ces Touaregs ont très bien compris, par l'émergence, justement, de tous ces islamistes qui transitent par la Libye. Hein. On ne dira jamais à quel point, je crois que René l'a dit au début d'année. René Marchand. Hein. René Marchand, pardon. La Libye, à quel point la conquête ou la déstabilisation de la Libye a fichu en l'air absolument toute la région. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Merci, M. Sarkozy. Merci, retour. Merci, Monsieur Botul. Merci, Botul. Voilà, ça, je crois que c'est quelque chose d'énorme. Et quand vous entendez... Botul, surnom de Bernard-Henri Lévy, je dis ça pour les auditeurs qui viennent de prendre l'émission de Radio Courtoisie. Et ils essaient de faire la même sottise qu'ils ont faite avec la Libye, qui concourt à déstabiliser absolument toute une région, avec la Syrie. Hein. On est vraiment dans la droite ligne, mais je pense qu'on va y revenir aussi. Et donc, vous avez effectivement cette instrumentalisation des islamistes qui arrivent par le sud de la Libye, qui arrivent par cette région où il n'y a plus personne qui gère quoi que ce soit, et les Touaregs les instrumentalisent pour aller dans leur sens et conquérir leur autonomie. Si j'ai bien compris, c'est Christine Tasin. Quel rapport y a-t-il entre les événements de Libye et ceux du Mali ? C'est tout simplement qu'après l'effondrement de la Libye, du régime épouvantable peut-être, mais qui tenait debout, de Kadhafi, ça a été l'anarchie. Les mercenaires touaregs qui avaient été recrutés par Kadhafi sont rentrés chez eux en traversant l'Algérie ou le Niger pour arriver au Mali, et ils ont emporté les armes, car les réserves d'armes étaient à ciel ouvert. Enfin bon, il n'y a plus personne pour regarder les armes, les armes et les munitions, et donc ils ont apporté des armes. Peut-être ne savaient-ils pas s'en servir, heureusement d'ailleurs pour les avions français. Mais en tout cas, ils avaient beaucoup d'armes, ce qui leur a permis. Et d'autre part, il y a un aspect purement contingent qui est très important dans le phénomène de l'islamisation du monde. C'est l'argent du pétrole. Il se trouve, par le plus grand des hasards, que le pétrole et le gaz naturel sont concentrés sous le sable du désert de la péninsule arabique, et qu'au-dessus du sable du désert, il y a des bédouins qui étaient autrefois faméliques et qui maintenant sont couverts d'argent et d'or, et qui, du coup, avec l'argent dont ils ne savent pas quoi faire, financent les gens qui ont les mêmes idées qu'eux, qui sont des salafistes et des fanatiques particulièrement obscurantistes. Tout ça me paraît tout à fait juste, mais je voudrais revenir sur cette idée que les diversités, les bagarres entre variétés d'islam porteraient atteinte à l'unité du monde islamique. Je vous dirais deux choses simplement. Oui, c'est ma thèse. Ça, oui, mais je crois qu'elle ne tient pas la route.
Alors, abstenez-vous de dire que c'est un attrape-nigo Non, c'est pas un attrape-nigo. C'est simplement qu'il faut regarder un peu l'histoire. Et je comprends que, on passe pas son temps dans les livres. Ah, j'y passe un certain temps. Je sais. Je vous rassure, je vous rends. Y compris dans les livres de René Marchand, d'ailleurs. Oui, je sais. Non, ce que je voulais dire, par exemple, les Turcs. Je parle de l'Empire ottoman. Les Turcs avaient un certain mépris pour les Arabes. La preuve, c'est que quand il s'agissait des barbaresques, ils faisaient beaucoup plus confiance aux renégats qu'aux Algériens, qu'ils ne s'appelaient pas Algériens, qu'aux populations d'Afrique du Nord. Savez-vous qu'ils aimaient beaucoup les gens qu'ils avaient cueillis enfants, le fameux Defchirmé, là, on allait cueillir les enfants dans les pays chrétiens, les janissaires. Mais il n'y avait pas que les janissaires, ils leur donnaient des pouvoirs. L'année de la bataille de Lépante, 1571, le sultan Sélim II avait 5 ministres qui formaient son gouvernement. Eh bien, les 5 ministres étaient issus de la récolte. Sans parler des femmes dans les harems et des favorites. Moi, j'ai une des grands-tantes de mon épouse a été capturée par les barbaresques. Elle a fini dans le lit du grand Padishah, mais les petits jeunes aussi passaient dans le lit du sultan. Elle était la première favorite à l'époque de la Révolution française. Elle était la première favorite dans le harem. Mais le rôle des femmes était énorme dans le palais. La preuve, c'est que le sultan avait marié ses ministres qui étaient des enfants nés chrétiens. Il les avait mariés avec 3 de ses filles, une de ses petites filles et une grande dame. Pourquoi ? Parce que dans l'étiquette de la cour, elles avaient prééminence sur les ministres. C'est vous dire que le rôle des femmes était important. Non, ce que je veux dire, c'est que... Vous voyez, Christine Tazin, vous calomniez l'islam. Voilà, non, mais c'est les femmes, les favorites avaient le pas sur les ministres. Est-ce que le but est d'être une favorite qu'elle passe sur un ministre ou d'être celui qui décide ? Voilà. Mais en tout cas, il y avait dans l'Empire ottoman, et là, je crois il faut le dire, et ça, on ne le sait pas assez, il y avait une méritocratie dans l'Empire ottoman. Et au point que n'importe qui pouvait finir ministre ou un grand personnage dans l'armée ou dans la course maritime. Et au point que l'ambassadeur de France à Istanbul, car à l'époque il y avait que la France qui avait un ambassadeur là-bas, eh bien trouvait que c'était quand même étonnant qu'un aussi grand seigneur que le sultan donne des dignités aussi importantes à des gens de basse extraction. Mais vous vous rendez compte, mon premier point. Deuxième point sur l'ethnie. Mais il faut remonter à la vie de Mahomet. Mahomet arrive à Médine, mais il va non pas conquérir la Mecque va lui être livrée par des collabos, parce qu'il a coupé la route la route commerciale qui assure sa prospérité, donc il entre à Médine. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les Médinois et il les met à la tête de l'État. C'est-à-dire que là, l'ethnicisme va jusqu'à la tribu. Et par la suite, les 4 premiers califes qu'on appelle orthodoxes seront du clan de Mahomet. La première dynastie, les Omeyyades, du clan de Mahomet. Les Abbassides. N'entrons pas dans les détails. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'ethnicité est un fondement de l'islam. De même que les variétés d'islam. Alors là, je peux vous citer des exemples. Non, attendez, je vous arrête. Je crois que le sujet essentiel. Le sujet essentiel, c'est ça l'interrogation que pose Huntington à propos du choc des civilisations. C'est celui des cercles d'appartenance. Autrement dit, à quel niveau l'individu situe-t-il le cercle d'appartenance fondamental ? Et depuis longtemps, chez nous, c'est l'ethnie et la nation. Oui, bon. Tout à fait. Théoriquement, il n'y a pas d'ethnie en Europe, quand même. Mais si, il y a une ethnie française, bien sûr que si. Non. Et alors, nous avons au téléphone, justement, pour cette question d'ethnie, nous avons au téléphone Yves Lacoste. Yves Lacoste, professeur Yves Lacoste. Oui ? Professeur ? Non, je croyais que vous étiez au téléphone. Eh bien, donc, j'attends un peu qu'on me fasse signe. Alors, donc, j'étais en train de dire que
La question posée par Huntington, c'est celle du choc des civilisations. Non, mais d'accord, mais la question, c'est celle de la prévalence d'un cercle d'appartenance. Vous avez l'exemple de la Somalie. L'ethnie somalie existe, mais l'allégeance essentielle ne va pas à l'ethnie, mais à la tribu et même au clan, au sein de l'ethnie. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à faire une nation ni un État. C'est parce que, oui, mais c'est comme si... Voilà, alors cette fois-ci, nous avons Yves Lacoste au téléphone. Yves Lacoste ? Bonsoir. Bonsoir, monsieur le professeur. Alors, parlez bien près du micro et bien fort pour que les auditeurs de Radio Courtoisie vous entendent. Je rappelle que vous êtes le grand géographe français bien connu, que vous êtes je le rappelle des évidences, professeur. Géopoliticien, professeur émérite des universités. Vous avez écrit notamment un livre sur la géopolitique dans des entretiens avec Pascal Leroux aux éditions Choiseul. Vous avez écrit Géopolitique, la longue histoire d'aujourd'hui, édition Larousse. Vous avez écrit Maghreb, peuple et civilisation, aux éditions de la Découverte, et beaucoup d'autres ouvrages, dans une œuvre immense. Et donc, notre sujet, on vous l'a dit, c'est la situation politique dans le monde musulman, donc à l'instant T, aujourd'hui, en 2013. Et j'aimerais que, avec le recul de l'histoire et de la géographie, vous nous disiez comment vous jugez ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que la notion de choc des civilisations vous paraît pertinente? Est-ce que les événements divers et variés qui se produisent au Mali, en Libye, en Syrie, en Égypte, en Tunisie et ailleurs dans le monde musulman peuvent s'analyser de manière cohérente, ou bien est-ce que c'est une poussière d'événements indépendants les uns des autres? Yves Lacoste. Oui. Eh bien, écoutez, vous me poserez des questions au fur et à mesure, ou bien je... Oui, comptez sur moi, allez-y. D'accord, très bien. Mais parlez bien fort et bien près du micro. Comme vous le savez, le monde musulman, ça s'étend depuis l'Atlantique, avec le Maroc, l'Afrique de l'Ouest, jusqu'au Pacifique, avec les Philippines, avec le sud des Philippines qui est musulman, et avec surtout l'Indonésie. Et là-dedans, dans cet ensemble, vous avez des peuples différents, même s'ils parlent la même langue. Dans le monde arabe, vous avez des peuples qui sont devenus différents, qui ne se pensaient pas différents, mais il y a des nations, des États-nations qui se sont constitués. Et puis, vous avez l'ensemble indonésien, les musulmans de l'Inde et du Pakistan qui parlent des langues différentes, et c'est l'Afghanistan et l'Iran. Donc nous avons des peuples très différents qui sont conscients de leurs différences de plus en plus, c'est-à-dire que les voisins ne sont pas, même s'ils parlent la même langue et la même religion, ne sont pas nécessairement des amis, et c'est souvent des adversaires. Donc l'idée d'une unité du monde musulman est une idée très discutable, mais elle est brandie par des groupes politiques extrêmement actifs qui sont globalement ce qu'on va appeler les islamistes. Et ces islamistes, ils ont comme projet de faire l'unité du monde musulman. Et cette unité, elle peut s'évoquer en termes de civilisation, en termes d'émergence d'une religion qui se veut universelle, mais en fait, le projet islamiste se heurte à des réalités qui sont que ces peuples, même s'ils ont la même langue et la même religion, se sentent rivaux les uns les autres, pour des raisons qui peuvent nous paraître secondaires, mais qui pour eux ont de l'importance, des questions de prestige, des questions de dignité, d'héritage historique. Je prends par exemple la rivalité qui heureusement n'a pas encore éclaté en guerre, en conflit ouvert, entre le Maroc et l'Algérie. Au moment de l'indépendance de l'Algérie, tout le monde s'attendait à la formation d'un grand Maghreb, à l'image de ce qui s'était passé en Europe. On disait, regardez, entre la France et l'Allemagne, il y a eu ces guerres, ça y est, elles sont dépassées. Et on se disait, entre l'Algérie et le Maroc, il ne s'est pas passé de tragédie aussi grande que celle de l'Europe. Ça doit marcher. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et à chaque fois, vous avez le risque d'un antagonisme local,
qui peut nous paraître secondaire, mais qui risque de déboucher sur la guerre. Et c'est un certain nombre d'autres États arabes qui leur disent, écoutez, c'est pas possible, hein, calmez-vous, et le moyen de faire entendre des conseils aussi sages, c'est de leur dire, écoutez, aux Marocains, hein, ça ne veut pas dire que ce soit à mes yeux les agresseurs, possibles, potentiels, on va cesser de vous apporter une aide financière aussi grande que celle que vous souhaitez. Bon, rappelons que au Maghreb, hein, c'est-à-dire Algérie, Maroc, Tunisie, eh bien, vous avez des frontières extrêmement anciennes. Alors, l'argument des islamistes, c'est de dire « Ah oui, mais ces frontières, elles ont été tracées par les colonialistes. » Et finalement, récemment, ce n'est pas vrai. Hein. Entre l'Algérie et la Tunisie, vous avez une frontière qui a, les historiens nous le disent, plus de 3000 ans. Hein. C'est à mon sens, je mets à part les frontières à travers le Sahara, hein, mais dans le Maghreb relativement humide et peuplé. C'est la frontière entre Algérie et Tunisie, c'est la frontière de l'influence de Carthage. Entre le Maroc et l'Algérie, c'est pas du tout des frontières coloniales, mis à part le Sahara, c'est des frontières très anciennes. Professeur Yves Lacoste, j'ai envie de vous reprendre sur un point, si je puis me permettre, en tout cas de faire une observation sur un point. Vous dites les islamistes veulent l'unité du monde musulman auquel les réalités ethniques ou géographiques ou historiques s'opposent. Mais ce que vous appelez les islamistes, ce sont tout simplement les musulmans convaincus par leur religion, parce que l'idéal de l'unité musulmane, ça n'est pas une invention d'un parti au sein des musulmans, c'est tout simplement l'idéal de la religion musulmane elle-même. Oui, je parle sous votre contrôle et sous le contrôle de René Marchand, ici présent, qui est donc un islamologue. C'est que l'idéal des sunnites, au moins, sinon des chiites, c'est le califat universel, l'empire universel, unifié. Et par conséquent, du point de vue de l'idéal musulman, il y a une opposition entre la réalité de division du monde musulman et son idéal d'unité. C'est ce que les musulmans appellent, je crois d'ailleurs, plutôt pour parler de la guerre civile que de la division du califat universel théorique, la fitna, la discorde. Oui, hein, c'est bien ça. Hein. Donc ce ne sont pas des islamistes marginaux ou excités, c'est l'idéal de l'islam. Oui, mais vous savez, l'idéal, Yves Lacoste. Comme si à une époque, c'était l'idéal d'unité de tout le monde chrétien. Hein. Tout le monde, vous aviez des penseurs qui disaient on va vers l'unité du monde chrétien. Bon, ben, on sait ce qu'il en est. Non, mais attendez, Yves Lacoste, là, nous parlons de l'islam. Il y a des penseurs, évidemment, et d'ailleurs, il y a une tendance théocratique au sein du monde chrétien, mais il n'empêche que dans l'Évangile, Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc la théocratie n'est pas consubstantielle au christianisme, alors qu'elle est consubstantielle à l'islam en tant que religion. Oui, si on veut. Ah non, pas si on veut. Mais en matière de géopolitique, ce que souhaitent les idéologues religieux est respectable, mais ça ne marche pas. Ah voilà, alors non, mais Yves Lacoste, ce sont deux choses différentes. Dire que ça ne marche pas, c'est une chose, mais dire que ce sont des idéologues qui s'écarteraient de la religion, je crois que c'est... Non, je ne vous dis pas du tout. Je ne vous dis pas du tout que les islamistes sont des idéologues qui s'écartent de la religion, mais ils la prennent au sérieux. La religion un rôle qui, pour parler en termes un peu osés, qui ne marche pas. Ah voilà, ça ne marche pas. C'est ça la grande question. Ça ne marche pas parce que les ethnies, les réalités historiques sont extrêmement importantes. C'est ce que vous dites. Et est-ce qu'on peut évoquer avec vous, Yves Lacoste, puisque vous êtes, je le rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes géographe, hein, le grand géographe français que l'on connaît, le cas de l'Afghanistan qui est quand même très intéressant, parce que le cas de l'Afghanistan, tout le monde est musulman en Afghanistan, mais il y a les Pashtuns ou Pathans qui sont majoritaires, et puis il y a les Hazaras qui sont chiites, il y a au nord les Tadjiks et les Ouzbeks, et toutes ces ethnies sont extrêmement divisées, et on peut peut-être résumer ce qui s'est passé en Afghanistan comme une opposition entre l'Alliance du Nord, ceux qui ne sont pas Pashtuns, et ceux du Sud qui sont Pashtuns, au-delà des tendances idéologiques des talibans. Qu'en pensez-vous, Yves Lacoste ? Oui, vous avez tout à fait raison. Les Tadjiks parlent une langue très voisine du persan. Une langue indo-européenne. Le dari. Et c'est qui les fait suspecter
d'être en fait des chiites masqués, hein, bon, et constamment, ils doivent se défendre de ça. Les Hazaras, comme vous l'avez dit, sont chiites, bon. Et alors qu'ils sont d'origine mongole, enfin, ils sont de race jaune. Je ne sais pas très bien d'où ils viennent, mais probablement d'origine mongole. Turco-mongole. Bon. Mais, en plus de cela, à l'intérieur notamment des Pashtuns, vous avez des rivalités de tribus. C'est des sociétés encore organisées en tribus par le fait que dans les autres pays, je pense au Maghreb que je connais bien, les États n'ont eu de cesse d'affaiblir, d'unifier ces tribus et de mettre un terme à des luttes tribales qui avaient pour but d'entretenir la valeur guerrière des jeunes gens. En Afghanistan, on a décidé, les Anglais et les Russes, de par un accord historique, ont décidé d'isoler ce pays pour éviter qu'il soit le lieu de leur affrontement entre Empire russe... Un État tampon, on disait autrefois, non? Pardon? On disait autrefois un État tampon. Un État tampon où les Anglais n'ont eu de cesse d'affaiblir l'État. Par exemple, vous avez le royaume d'Afghanistan. En Afghanistan, d'affaiblir l'État et de susciter des révoltes tribales chaque fois que vous aviez un souverain qui essayait, par exemple, ça a été le cas d'Amanullah, hein, dans les années 30, qui, prenant l'exemple d'Atatürk et du Shah d'Iran, a voulu moderniser. Immédiatement, oui. Immédiatement, il y a eu des révoltes tribales. Professeur Lacoste, René Marchand aimerait vous discuter avec vous interroger sur ce sujet que vous évoquez. René Marchand. Je voudrais proposer une motion de synthèse. Je crois que vous avez tous les deux raison. Oh là là, vous êtes radical socialiste. Hein. Presque. Non, ce que je voulais dire, c'est que nous parlons d'une part des rivalités, des bagarres, des batailles, des guerres à l'intérieur de la maison de l'islam, qui peuvent se faire sur des notions de nation, de tribu, de clan, de variété de croyances, etc. Ça, c'est une chose. Ça s'est toujours passé. Mais la question... Et ça continue de se passer, et c'est parti pour très longtemps, puisque ça commence... Pour toujours. Toujours. Mais c'est normal, c'est humain, disons. Mais, d'autre part, moi, je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance à l'islam qui est commun à l'ensemble des membres de la Oumma, de la communauté musulmane. Oui, tout à fait d'accord. Voilà, donc je vous invite... La question est de savoir, et c'est la question que je posais tout à l'heure, Yves Lacoste, à René Marchand, si ce sentiment d'appartenance à l'islam est plus important ou moins important que le sentiment d'appartenance à la tribu ou à l'ethnie turque. Suivant les circonstances. Voilà. Suivant les circonstances. Alors, j'aurais une dernière question à vous poser, Yves Lacoste. J'ajouterais, le sentiment d'appartenance à l'islam ne fonctionne, ne se dresse que dans la mesure où les musulmans se sentent agressés par le monde chrétien. Ils se disent agressés. Ils se disent, bien entendu. Oui. Hein, ils se disent, oui. Qui a commencé ? C'est comme dans la cour de récréation. Ils ont toujours été agressés. Mahomet à la Mecque était agressé. Résultat, il a vécu 10 ans en portant atteinte au polythéisme et à la prospérité de la Mecque. Et lui, quand il est arrivé à Médine, il a tué à tour de bras. Alors, professeur Yves Lacoste, sur l'agression dont sont victimes les musulmans, merci. Professeur Yves Lacoste, Christine Tazin, qui est donc la bien connue présidente de Résistance républicaine, contributrice du site Riposte laïque, et qui n'est pas spécialement pro-musulmane, a envie de vous interroger ou de discuter avec vous. Oh, ma foi, c'était plutôt juste une réflexion, à savoir, je pense que ce qui se passe actuellement, le développement de ce qu'on appelle l'islamisme, qui est simplement l'application stricte de l'islam, est en train de créer cette unité qui n'existait pas dans toutes effectivement les différentes ethnies, peuples, etc. Et grâce à l'argent de l'Arabie Saoudite et du Qatar, qui sont en train, grâce à l'argent, grâce au développement justement... pardon, j'ai été perturbée par un petit message qui passait. Donc, sont en train de faire en sorte que on unifie
le système et que la charia soit quelque chose de fondamental qui passe avant. Voilà, la loi islamique, c'est la charia. Et c'est ce que vous avez dit d'ailleurs au nord du Mali. Les islamistes, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu couper les mains des voleurs. Des voleurs. Vous êtes contre couper la main des voleurs? Oui, je pense que la première fois, on peut quand même leur pardonner. Ah, d'accord. On peut leur donner une deuxième chance. Voiler les femmes. C'est ce qu'on appelle la purification. Lapider les adultères, je veux dire, c'est détruire les manuscrits, détruire tous les débits de boissons, etc. Vous avez actuellement en Égypte, c'est aussi ce qui est en train de se faire. On est en train de faire la chasse à l'alcool, aux rares endroits où on pouvait vendre de l'alcool. Il n'empêche que, c'est-à-dire que les Coptes et les touristes qui avaient droit à l'alcool, les chrétiens, on les chasse, etc. C'est-à-dire, et ce que vous n'aviez pas sous Nasser, ce que vous n'aviez pas, etc., est en train d'arriver en Tunisie, etc. Et donc cette unité, elle est en train de se faire grâce à l'islam. Yves Lacoste, j'ai une dernière question à vous poser. Professeur Lacoste, oui. Une dernière question à vous poser. Que pensez-vous de la comparaison qu'avait faite Jules Monroe dans sa sociologie du communisme en 1949 entre l'islam et le communisme, où il disait le communisme, c'est l'islam du XXe siècle. Il voulait dire par là que le communisme, comme autrefois l'islam, était une entreprise de conquête mondiale qui transformait les sociétés de manière révolutionnaire. Et je me suis permis de lancer la formule inverse, qui consiste à dire, peut-être c'est une interrogation, à vrai dire, peut-être que l'islam sera le communisme du XXIe siècle. Et ça amène à s'interroger, en effet, à ce moment-là, également, sur la prévalence du sentiment d'identification à l'islam par rapport aux autres attachements, aux autres allégeances. Vous vous souvenez bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que De Gaulle disait la Russie pour l'URSS parce qu'il considérait que le communisme n'était qu'une écorce relativement fragile par rapport aux traditions nationales russes. Alors, est-ce qu'on peut, sans forcer la comparaison, dire que, est-ce que c'est votre thèse, Yves Lacoste, dire que derrière le manteau, ou sous le manteau, ou la djellaba de l'islam, les identités historiques, ethniques et nationales, si l'on peut parler de nation, sont plus fortes que l'islam? Yves Lacoste. Je partage tout à fait votre point de vue. Ah, c'était une question, hein. Non, mais vous pensez cela? Oui. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Bon, mais écoutez, on va voir comment ça tourne. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Merci, professeur Yves Lacoste. Je rappelle, alors, vos derniers livres, je crois, c'était donc Maghreb, peuple et civilisation. Ah non, c'est un vieux livre, ça. Ce qui est nouveau, enfin relativement nouveau, c'est la reparution, parce que j'avais négligé de le faire depuis une trentaine d'années, du livre qui avait fait scandale, c'est-à-dire la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. C'est reparu. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. C'est un beau sujet, ça. Ah, mais c'est un magnifique sujet. C'est un sujet magnifique. Il faudrait que vous veniez en parler à Radio Courtoisie, ça. Et à ma grande surprise, c'est que ce titre date d'il y a 35 ans, il est sorti en 76, suscite aujourd'hui un intérêt, si vous voulez, bien plus important qu'au moment de la sortie. Ben, peut-être que monsieur le Président François Hollande a lu votre livre avant d'intervenir au Mali, et que son chef d'état-major particulier aussi, le général Puga. Oui, bien sans doute. Oui. Certainement. Voilà. Merci, professeur Lacoste. Merci de votre intervention à l'antenne de Radio Courtoisie. Alors, j'accueille d'ailleurs parmi nous notre ami le professeur Florent Aftalion, qui est plus compétent peut-être sur le New Deal, la nouvelle donne de Roosevelt, que sur l'islam, qui va nous parler tout à l'heure d'une histoire absolument atroce, épouvantable, qui est l'histoire que vous appelez, Florent Aftalion, Money contre Diamond. C'est l'histoire de ce malheureux enfant ce petit garçon qu'on a transformé en fille artificiellement, et qui a fini par... Enfin, c'est une histoire épouvantable, et qui histoire d'actualité, on peut dire, alors qu'on parle du mariage homosexuel et de la théorie du genre. Mais pour l'instant, nous parlons de l'islam, et dans l'islam, on ne peut pas dire que la théorie du genre soit reçue, car l'islam insiste beaucoup sur la différence des sexes, Christine Tazin. Et donc, nous revenons à notre sujet, qui est la situation politique dans le monde musulman. Et j'aimerais que la charmante Joëlle nous lise les messages. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquen, qui reçoit René Marchand, journaliste, écrivain, islamologue, et Christine Tazin, présidente de Résistance républicaine, contributrice du site Riposte laïque, pour parler de la situation politique dans le monde musulman. Et qui reçoit déjà avec un peu d'avance sur le programme Florent Aftalion, économiste, professeur honoraire de l'ESSEC, qui nous parlera de l'affaire Money contre Diamond,
la transformation d'un petit garçon en petite fille, et qui peut déjà intervenir s'il le veut. Nous sommes une radio libre, les invités sont libres sur l'islam, s'il est pro-musulman, il peut le dire. S'il considère que l'islam est un danger, il peut le dire aussi. Il n'y a ni pro ni anti. Il y a des gens qui réfléchissent sur ce qui peut se passer. Attendez. Moi, je suis anti-musulman. Moi, je suis anti-islam, mais je ne suis pas anti-musulman. C'est ce que je veux dire. La nuance est importante. C'est ce que je veux dire. Vous pensez à la loi Pleven. Non, pas du tout. En l'occurrence, je m'empresse de dire, je le répète, que les musulmans sont les premières victimes de l'islam, qui est une religion épouvantable. On est bien d'accord. Signé Ernest Renan. Bon. Alors moi, je ne sais pas qu'Ernest Renan avait dit. C'est lui qui l'a dit le premier. Joël, vous avez la parole, si René Marchand vous la laisse. Un auditeur de Radio Courtoisie, Madame Tazin peut-elle préciser ses propos tenus lors d'un libre journal disant qu'il y avait des liens entre l'association Riposte Laïque et le Bnei Brit? Moi, j'ai dit ça. Alors, par exception, d'ailleurs, normalement, on attend la fin des messages pour répondre à tous, mais là, puisque vous êtes mis en cause directement, allez-y. Êtes-vous une succursale du Bnei Brit? Aucune. Écoutez, là, je suis désolée. Nous avons fait des conférences au Bnei Brit comme nous en faisons là où on nous le demande. Ça ne veut pas dire qu'il y a des liens. Nous avons aucun problème avec le Bnei Brit, mais nous avons été exclus du salon du livre du Bnei Brit, Pierre Cassan et moi-même, sur demande des gens comme Corbière, etc., parce que nous avons écrit des choses sur l'islam. Permettez-moi de rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie ce que c'est que le Bnei Brit. Oui. Le Bnei Brit, ça veut dire en hébreu, je crois, les fils de l'Alliance. C'est une association dite maçonnique, enfin paramaçonnique, réservée aux Juifs. C'est ça. Qui a été créée au XIXe siècle aux États-Unis et qui depuis qui est réputée avoir une certaine influence dans le monde juif. Mais nous avons fait des conférences qui se sont très bien passées. Et qu'il faut le dire aussi, bien que cette association ait pignon sur rue. Au moins autant que le Grand Orient de France, donne cours à de nombreux fantasmes dans certains milieux. Le Bnei Brit fait fantasmer beaucoup les gens, et notamment le fameux serment du Bnei Brit qui aurait été prononcé par Alain Madelin à certains jours, où il aurait annoncé que jamais la droite classique ou la pseudo-droite ne s'allierait avec le Front National. Là, on est dans les fantasmes, effectivement. Bon, alors, continuons. Alors, les messages d'auditeurs. Cette fois-ci, à la fin, vous direz vos réponses. Un auditeur, le Qatar et l'Arabie Saoudite ne sont que des instruments dans la politique israélo-américaine. Regardez qui donne les ordres. Un auditeur, il y a plus de 30 ans, les Israéliens ont publié un programme officiel pour déstabiliser tous les pays musulmans autour d'Israël. C'est ce qu'ils font avec l'aide de Sarkozy. Alors, un auditeur, quelle est votre position concernant la Jordanie ? Un auditeur, parler de fascisme vert au sujet de l'islam est un contresens absolu. Le fascisme est apparu historiquement en Italie en 1923 et disparu en 1943 dans ce même pays. Un auditeur, le problème en Europe de l'Ouest et en France en particulier, ce ne sont ni les Arabes ni l'islam. Le problème, c'est le socialisme Trotsky au pouvoir depuis 55 ans. Et maintenant, dans tous les pays d'Europe, ce socialisme internationaliste a pour vocation la destruction de la civilisation des peuples européens et pour arriver à ses fins. Oh là là. Bon, c'est compliqué. Un auditeur, avez-vous des éléments d'information sur l'islamisation de la Russie? Voilà. Réponse, je voudrais faire 2-3 remarques à propos des centres islamiques. C'est-à-dire qu'on construit des mosquées. Ça nous fait sortir du sujet. Le sujet, c'est la situation politique. Oui, non, mais c'est très important parce que. Tu es d'accord, mais. Parce que là, on fait entrer la France comme 58e État de la conférence de la coopération islamique. On installe à côté des mosquées qui sont tous, sauf l'équivalent des églises, ce sont des centres d'état civil, des écoles, des centres de formation, des centres de propagande, tout ce qu'on veut, et on leur a adjoint, en plus des centres culturels qui sont censés aider à la culture, comme le nom l'indique, et tout ça parce que j'entends constamment, et j'ai entendu le professeur Lacoste, j'ai le regret de m'opposer à un aussi grand savant, parler de l'islam religion. C'est ça, le grand mot. Eh bien, tant qu'on aura l'idée que l'islam est une religion, nous sommes foutus.
Car l'islam n'est pas une religion. Nous sommes. Oui, mais c'est du français. Non, mais du français grossier. Donc, c'est pas du français grossier. Ça se trouve même chez un auteur aussi. Bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que l'islam se cache derrière ce mot de religion pour obtenir de plus en plus de choses. Or, l'islam, autant qu'une religion, c'est un droit. Et quand on veut ignorer le droit musulman, on se fait rouler constamment. C'est un droit, c'est une culture, c'est une civilisation, etc. C'est une identité aussi. Et c'est à partir du moment où on oublie notre ethnocentrisme d'Européens et de gens issus du christianisme ou des Lumières, et qu'on prend l'islam dans sa réalité, comme quelque chose qui n'a pas de nom dans notre civilisation, c'est quelque chose de différent. À partir de ce moment-là, on peut commencer à raisonner. Si on raisonne avec notre ethnocentrisme linguistique, nous sommes incapables de comprendre l'islam et nous permettons à l'islam de pénétrer chez nous derrière le masque de la religion. Car on va lui donner des écoles, on va lui donner des centres de formation. Bon, alors, notre sujet, c'est la situation politique dans le monde musulman. Christine Tazin. Je réponds rapidement. Y a-t-il des solutions ? Oui, il y a des solutions. J'invite les auditeurs à lire le livre de René Marchand qui sort dans un mois, Reconquista ou la mort de l'Europe, parce que le 4e chapitre, c'est toute une liste de solutions pratiques, utilisables, applicables immédiatement. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qui pourra se faire, effectivement. Quant à dire qu'il y a d'autres dangers, quant à chercher quelles sont les raisons pour lesquelles l'islam est en train de prendre la place qu'il prend, j'ai envie de dire, si on passe son temps à interroger, à critiquer, à mettre en cause qui Israël, qui les socialistes, qui ceci, qui cela, on oublie quelque chose qui est fondamental, c'est qu'il y a le feu au lac. S'il faut se demander qui est celui qui a allumé avant d'éteindre, on est fichu. L'urgence maintenant, c'est se battre contre quelque chose qui vraiment est en train de nous dévorer, de nous abîmer, d'abîmer la planète tout entière. Alors il faut bien comprendre la nature de l'islam, et c'est d'ailleurs pour ça que nous parlons pour les auditeurs de Radio Courtoisie avec René Marchand, Christine Tazin et aussi maintenant Florent Aftalion de la situation politique dans le monde musulman. Mais je voudrais insister sur ce que vient de dire René Marchand et ce que vient de dire aussi Christine Tazin. L'islam, ce n'est pas une religion comme une autre, si tant est qu'il y ait deux religions qui soient identiques. C'est un système global où la politique et la religion ne se distinguent pas. C'est un système global de conquête et de domination de la planète. Et c'est en cela que le rapprochement avec le communisme n'est pas sans fondement. Ce qui est au cœur de l'islam, et pas simplement dans la pensée de quelques extrémistes, c'est le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte. L'islam et si l'on peut parler de religion, la religion du djihad ou le système du djihad, comme le christianisme et la religion de la charité. C'est-à-dire que tous les opposent, malgré les ressemblances qu'on voudrait établir entre deux systèmes religieux. Et c'est pour cela que l'islam est un grand sujet de préoccupation pour le monde entier, et en particulier pour la France. Et c'est pour ça qu'il faut s'interroger sur le devenir du monde musulman, et donc sur ce qui se passe, ou ce qui va se passer dans les pays qui sont actuellement objet d'une agitation politique forte. Il faut d'autant plus s'interroger que maintenant, la diaspora musulmane en Europe vit en état d'osmose complet avec les pays musulmans arabes. Alors, je ne dis pas... Attendez, il s'est passé déjà il y a quelques années, arrivée des prédicateurs, arrivée des cassettes, etc. Maintenant, il y a deux phénomènes qui sont extrêmement importants et que nous négligeons. C'est Internet, bien sûr, et les réseaux sociaux, et deuxièmement, la télévision satellitaire. Allez vous promener dans les banlieues, vous verrez partout les couvercles de lessiveuses qui permettent de recevoir quoi ? D'abord, Al Jazeera. Al Jazeera, qui est une télévision financée par notre cher ami l'émir du Qatar, sur laquelle parle toutes les semaines Monsieur Qaradawi. Oui, qui est Monsieur Qaradawi, qui est l'ouléma numéro 1. Qui vient d'ailleurs d'attribuer un grand poste à M. Tariq Ramadan là-bas. Bon, M. Qaradawi prêche un islam de guerre par la taqiyya. Et je m'explique, M. Qaradawi ne va pas défendre les attentats. Non, il explique que l'Europe doit tomber comme un fruit mûr. Deuxièmement, c'est quand même M. Qaradawi
qui, arrivant en Égypte après des années d'exil, puisqu'il avait été chassé comme frère musulman par Nasser, commence par dire nous appliquerons la charia, mais il faut un temps d'apprentissage. Nous ne commencerons à couper les mains qu'après 1 an, textuellement. Lequel M. Karadawi a dit, et ça je voudrais que tout le monde le sache, et j'ai les références, je ne les ai pas ici, mais je pourrais les donner, il a dit textuellement Allah a toujours puni les Juifs pour le mal qu'ils ont fait. Le dernier qu'il a choisi pour ceci, c'était Hitler. Karadawi a vraiment dit ça. Oui, et il a dit, et encore que les Juifs aient beaucoup exagéré, et nous espérons que la prochaine fois, le châtiment sera le fait des musulmans. C'est-à-dire qu'il appelle à compléter les immondes crimes d'Hitler par les musulmans. Ce monsieur a une émission qui s'appelle La Charia et la vie, qui est diffusée et rediffusée sur Al Jazeera en arabe. La radio du Qatar. Voilà, la télévision du Qatar, pardon. La télévision du Qatar. Oui, alors donc... Oui, excusez-moi, j'ai juste une petite question justement sur la différence entre Al Jazeera arabe et anglais. Parce que quand très bonne question, car ça n'a rien à voir. Voilà, c'est là que la taquilla joue à plein. Attends, expliquez, la taquilla, ça veut dire la dissimulation, l'hypocrisie officielle. Voilà, il y avait une tradition chez les Arabes, même avant l'islam, on attaque que lorsqu'on est en position de force. Alors ça, permettez-moi de faire un commentaire, parce que ce point est très important. Nous avons bien dit, j'ai dit pour ma part, j'ai insisté sur les différences qu'il y a entre sunnites et chiites, islam salafite et islam de soufi, mais la différence qu'il y a entre Ben Laden et ses disciples, d'une part, disons ceux que les médias commencent à appeler les djihadistes, les terroristes, et d'autre part, les musulmans prétendus modérés, que sont par exemple les oulémas d'Arabie Saoudite, n'est pas une différence doctrinale de fond. Non, je vais vous dire... La différence n'est pas une différence doctrinale de fond, la différence résulte simplement d'une appréciation différente de la situation réelle. C'est-à-dire que le djihad est une obligation pour un musulman dès lors que les conditions du djihad sont réunies et dès lors qu'il a été prononcé, que l'ordre de faire le djihad a été prononcé par un ouléma ou par des oulémas reconnus comme respectables et dignes de foi. La différence, c'est que la plupart des oulémas, et à mon avis, ils sont plus réalistes que les disciples de Ben Laden, considèrent que le rapport de force n'est pas tel que le terrorisme aujourd'hui, c'est une bonne pratique. Voilà. Et donc, il faut attendre pour lancer la guerre que l'on soit en situation de force. Voilà. Et Ben Laden et consorts considèrent ou considéraient, puisque Ben Laden n'est plus parmi nous, que eux, ils pensaient qu'il fallait d'ores et déjà faire la guerre, faire le djihad, parce que les conditions étaient favorables. Écoutez, je vais mettre une pièce dans le petit cochon en utilisant un terme anglais. La différence entre Ben Laden et les émirs du Qatar, d'Arabie Saoudite et eux, c'est la différence entre le tenant du titre et le challenger. C'est-à-dire qu'ils ont exactement le même islam. Et comme vous venez de le dire très, très, très justement, c'est une question d'analyse de la situation. C'est-à-dire que Ben Laden veut faire l'islam la guerre frontale, tandis que les autres veulent faire la guerre par la ruse. Et je pense qu'il faut attendre. Voilà, je reviens sur cette notion qui est très très importante quand on veut comprendre l'identité musulmane. C'est que déjà, avant l'islam, dans la tradition arabe, on n'attaque que lorsqu'on est en position de force. Ce ne sont pas des Gaulois ou des Germains qui vont au combat, poitrine nue, qui sont prêts à mourir. Pas du tout. On ruse et on a le droit de mentir. Alors que chez les Indo-Européens, la vérité, ça compte, etc. Je vous arrête.